Ah, bien. Bonjour, bonjour. Vous m'entendez bien? Voilà, si je parle comme ça. J'ai pas beaucoup de voix, je m'excuse, mais je vais rester plutôt dans ces tons un peu bas. Je me suis cassé la voix depuis 2 jours. Donc voilà, je me représente. Vous étiez peut-être déjà là pour la première conférence que l'on avait donnée sur l'histoire des jeux vidéo. Donc cette fois-ci, c'est vraiment l'histoire de l'informatique pure et dure. Et quelque part, vous allez le voir d'ailleurs, si vous la suivez jusqu'au bout, il y en a à peu près pour 1 heure et quart. On va essayer d'aller assez vite, malgré la richesse évidemment de l'histoire de l'informatique, puisque cette conférence vient avant, quelque part, l'histoire des jeux vidéo, puisque surtout si vous avez suivi la précédente, vous avez compris que les jeux vidéo ont été inventés grâce à l'informatique. Ils ont utilisé le support de l'informatique à des buts ludiques. Donc l'histoire de l'informatique, on va la parcourir ensemble. Donc je me représente brièvement, Philippe Dubois, président et fondateur de l'association Amoisseur.com, dont les locaux sont installés à Arcueil. Nous en sommes absolument ravis. C'est une association, loi 1901, un but non lucratif tout à fait standard. Nous sommes extrêmement actifs en Europe, certainement même l'association la plus active en Europe en termes de participation à des événements ou des expositions publiques où nous présentons et valorisons nos collections, qui sont absolument immenses, parmi les plus grands du monde. Nous avons derrière nous à peu près plus de 350 expositions ouvertes au grand public, de toute taille, depuis que nous existons, depuis à peu près 14 ans maintenant. Et nous le produisons régulièrement, notamment à Paris, Île-de-France, auprès des médiathèques. Nous avons une exposition qui est en œuvre actuellement à la Fondation EDF, qui est très belle, que je vous engage à aller visiter, qui est gratuite, qui plus est. Vous pouvez y aller avec vos enfants, qui va durer jusqu'au 27 août, et dans laquelle donc, nous avons œuvré pour présenter tout ce qui est justement matériel historique, jeux vidéo historique. Donc évidemment quelques photos brièvement pour nous présenter si vous ne connaissez pas ou peu. Donc comme je vous disais, nous avons parmi les plus grandes collections du monde dédiées au patrimoine numérique, c'est-à-dire l'histoire des jeux vidéo et de l'informatique massivement depuis le début des années 70. Et nous avons participé à beaucoup d'événements de toute ampleur, la Villa numérique, les premières biennales, donc la Cité des Sciences, dans laquelle nous avons introduit du jeu vidéo au sein de la Cité des Sciences. Participation avec des éditeurs aussi connus, vous savez avec le Sega notamment, avec la création du Sega Museum, pour présenter à peu près tout ce qu'avait fait l'éditeur japonais, c'était à la Japan Expo 2009. Museo Games, première exposition dans un musée national dédié aux jeux vidéo, c'était donc au musée des Arts et Métiers, une exposition qui a duré 6 mois d'abord à Paris et ensuite qui est partie à Mulhouse au musée Electropolis, et du coup autre participation avec EDF, avec la fondation EDF et l'exposition Game qui est en cours. Autres grands événements, Game Story en 2011, n'est-ce pas Tristan? Très très belle exposition sur l'histoire du jeu vidéo qui a eu lieu pendant 2 mois donc, au Grand Palais, sous l'égide du ministère de la Culture de l'époque, M. Frédéric Mitterrand, qui était très en faveur du numérique et du jeu vidéo, et on le remercie. Et également sous l'égide de la Réunion des musées nationaux, donc qui conduisent les plus belles expositions dans les musées nationaux français. Cette exposition ensuite a perduré et est partie au Québec, à la ville de Québec, pendant 11 mois d'exploitation, durant laquelle donc, elle a drainé 240 000 visiteurs à venir s'intéresser dans les 1000 mètres carrés de l'exposition à la richesse et à la qualité de ce que représente donc, le patrimoine vidéoludique, l'histoire du jeu vidéo et notamment l'histoire du jeu vidéo français. Alors pour commencer cette conférence sur l'informatique, vous allez voir qu'on va commencer il y a très très longtemps, puisque le premier personnage, on va avoir beaucoup de personnages dans cette conférence que l'on va présenter avant de présenter des machines, c'est en 820 après Jésus-Christ, donc un clerc Tashkent, alors je ne sais pas comment on prononce, Tashkent, je ne suis pas trop sûr, il y a beaucoup de dénominations de noms allemands que je vais certainement très mal épeler. En tout cas, ce clerc, donc Muhammad, je prononce ça évidemment très mal, et vous m'excuserez, Moussa Al-Khwarizmi, en fait, a inventé donc une forme de description en fait, d'une suite logique pour décrire un process. En fait, et comment? Puisque donc ce clerc qui était à la fois mathématicien, astronome, géographe, voulait décrire des séries d'instructions à donner pour suivre et atteindre un but. Et en fait, ça a donné quoi? Plus d'un siècle plus tard, ça a donné la naissance à l'algorithme qui va être utilisé évidemment dans l'informatique. Et c'est Ada Lovelace qu'on va retrouver beaucoup plus tard dans notre conférence, qui en honneur justement de ce clerc Tashkent va créer réellement la dénomination d'algorithme. Et puis on attaque beaucoup plus tard, évidemment, 800 ans plus tard presque,
avec l'invention de John Napier. Donc lui, il va inventer en fait un outil qui va permettre de calculer beaucoup plus rapidement des soustractions, des multiplications, des additions, et inventer donc ce que l'on voit ici sous la forme des Napier bones en anglais. Il va appeler ça des bones, des os, les os de Napier, qui est une forme de règle à calculer en fait, dans laquelle vous avez des colonnes qui sont indiquées ici, que l'on voit ici sur l'image. Je ne sais pas si on voit mon curseur, non, on ne le voit pas. Si on le voit ici, voilà. Oui, oui. Vous avez 9 colonnes en fait, dans lesquelles vous avez des chiffres qui sont inscrits, et en fait, en avançant les chiffres qui sont dans ces réglettes, on va faire avancer les autres. Donc c'est une première forme très simple de calculatrice, en fait, et qui va inspirer tous les travaux, à la fois des calculateurs mécaniques que l'on va voir, et à la fois des premiers ordinateurs de l'humanité. Et 1622, M. William Oughtred, c'est très difficile à prononcer, va justement utiliser le travail de Napier pour créer donc l'équivalent de ce que l'on connaît encore maintenant, qui sont encore relativement utilisés, qui sont les règles à calculer. Donc les règles à calculer, d'abord sous forme cylindrique, comme on peut le voir ici. En fait, vous agencez, soit en tirant dans les règles, soit en faisant tourner les cercles concentriques que l'on voit sur l'image, vous faites agencer en fait, des chiffres par rapport à leur multiplication. Et donc vous obtenez le résultat final. C'est vraiment un des premiers outils de calcul qui a permis de gagner beaucoup de temps, notamment aux ingénieurs de l'époque, pour créer des structures, des bâtiments, etc. Et donc c'est encore une fois ces outils-là, cette règle de calcul que les ingénieurs, au fil des siècles, vont essayer d'automatiser et de rendre sous la forme d'appareils autonomes et donc de l'ordinateur. Et effectivement, 1623, donc juste après un an, apparaît la première machine à calculer de l'humanité, et on la doit à une personne, donc à ce pasteur universitaire allemand qui s'appelle Schickard, et qui, dans une lettre qu'il écrit à un ami, va décrire en fait le fonctionnement de ce qu'il appelle lui une horloge calculante. Alors, évidemment, la machine à calculer n'existe pas encore. Il va parler d'horloge calculante qui permet facilement de calculer des additions, des soustractions, etc. Et malheureusement pour lui, donc Schickard, eh bien, il n'y a qu'une épreuve écrite, cette première lettre et une deuxième lettre dans laquelle il va un petit peu mieux encore décrire son invention, mais finalement il n'y a pas eu de prototype qui va être retrouvé de sa machine. Et ce qui fait que finalement l'invention du premier, ce qu'on appelle additionneur à retenue automatique, c'est un calculateur mécanique, va incomber à Blaise Pascal juste quelques années plus tard. Effectivement, Blaise Pascal, qui plus est, en plus est né en 1623, c'est quand même assez intéressant, en même temps que la lettre de Schickard. Blaise Pascal, lui, en fait, c'est un mathématicien, c'est écrit, j'ai du mal à lire, mes propres notes, physicien, voilà, il va créer beaucoup de choses, et notamment, il va vouloir aider, en fait, son père, qui était inspecteur des impôts, pour l'aider à calculer plus rapidement les sommes dues donc, par les Français de l'époque. Et donc il va inventer la pascaline, que l'on voit ici. Donc vous imaginez 1642, vous avez un appareil déjà mécaniquement très avancé, et qui est un appareil donc, à retenue automatique, et qui finalement va reprendre le mécanisme qui avait été décrit notamment par Napier, et puis ensuite par Schickard, et mécaniquement, donc vous avez ici sur l'image, en fait, des engrenages et des cylindres que l'on voit, vous en avez 6, voilà, 6 cylindres représentant des chiffres, et en fait, vous partez en décrivant le premier chiffre que vous voulez additionner, et vous allez multiplier ce même chiffre plusieurs fois sur lui-même pour atteindre l'équivalent de l'addition et du chiffre donc, que vous voulez obtenir, du résultat. Et en fait, on appelle ça des additionneurs à retenue, puisqu'en fait, chaque fois que vous avancez un cadran, lorsque vous atteignez la dizaine, puisque ce sont des calculateurs décimaux évidemment, en fait vous allez additionner 1 sur la colonne suivante, et donc vous allez passer à la première dizaine. Et ensuite vous allez passer à la centaine, au millier, etc. etc. C'est le principe de fonctionnement de ces premiers calculateurs de l'humanité, et bien évidemment, comme je vous le disais, et on va le voir plus tard, les premiers ordinateurs, même mécaniques, que l'on va voir, vont vouloir singer ce fonctionnement. Ils seront d'abord décimaux avant d'être binaires. Donc voilà un tout petit peu plus en détail la pascaline qui est donc préservée dans différents musées et notamment en France.
Et puis, quelques années plus tard, donc 1646, je présente d'abord les personnages eux-mêmes. Alors, je prononce évidemment très mal, je vous ai prévenu. Gottfried Wilhelm Leibniz. S'il y a un Allemand dans la salle, je suis absolument désolé pour lui. Donc, c'était lui aussi un philosophe, un scientifique, un mathématicien, un logicien. Enfin, toutes ces personnes-là, qu'on peut entrevoir un petit peu comme des génies, finalement, ont plusieurs cordes à leurs arcs et surtout, à un moment donné, s'intéressent au calcul et à simplifier le calcul. Et comme certains d'entre eux, qu'on va voir aussi plus tard, imaginent déjà les outils de demain en se disant « mais pour rendre encore plus facile l'accès au calcul à l'être humain, que peut-on inventer à la fois comme concept et comme machine ?» Donc Leibniz, lui, en fait, il va travailler sur une machine qui est donc un calculateur, là aussi une nouvelle fois, qui va travailler un petit peu de la même manière que la pascaline et qui va permettre cette fois-ci un petit peu toutes les fonctions, puisqu'elle va permettre également les multiplications, les additions, mais comme la pascaline. Et l'usage qu'il en est fait, donc si vous voyez l'image qui est présentée, c'est que vous avez en fait une manivelle qui va permettre finalement d'avancer les calculs. Vous devez fixer d'abord sur une espèce de potentiomètre ou de réglettes circulaires les chiffres que vous voulez multiplier, et avec la manivelle, vous allez tourner autant de fois qu'il le faut pour atteindre la somme de la multiplication que vous avez espérée. Donc évidemment, c'est ancestral, mais ça permet de gagner énormément en vitesse de calcul et surtout en fiabilité, puisque par contre, ces machines-là, il faut bien le voir, même mécaniquement, sont extrêmement fiables. Et c'est bien pour ça que la pascaline de Blaise Pascal a extrêmement bien fonctionné. Et puis 1801, il y a un autre événement très important dans l'histoire ou la préhistoire de l'informatique, c'est l'avènement du métier à tisser Jacquard. Jacquard construit un métier à tisser mécanique qui va utiliser, et ça c'est extrêmement nouveau, les cartes perforées. Vous imaginez, on est en 1800, bien avant 1940, que les cartes perforées soient réellement utilisées dans les premiers ordinateurs de l'humanité. Dès 1800, les métiers à tisser de Jacquard vont utiliser les cartes perforées pour finalement tisser, pour donner un programme de ce que va tisser le métier à tisser automatique de Jacquard. Son fonctionnement en résumé, c'est que dans les cartes à perforer, vous avez des trous, on va les voir tout à l'heure un petit peu mieux décrites. Chaque trou laisse passer une aiguille, et donc ça fait un point dans le tissu qui passe. Et donc une carte correspond au filage d'une trame, et je lis plus précisément mes notes, parce que c'est quand même assez sophistiqué. Et le tissage d'une pièce nécessite l'utilisation d'une suite de cartes. Donc une carte, c'est un élément de programmation, vous avez plusieurs cartes, vous avez un programme. Alors bien évidemment, il ne faut pas voir le métier à tisser de Jacquard comme étant un ordinateur. On ne peut pas le programmer pour faire, par exemple, du calcul. Il est là pour tisser, évidemment. Mais malgré tout, ce sont les prémices de l'informatique. Et ce qui est intéressant, c'est que Jacquard, dès 1801, va penser notamment en termes de séparation des commandes ou des outils qui sont présents dans son métier à tisser pour qu'ils puissent fonctionner, de mécanismes de commande et de mécanismes d'exécution. Donc vous avez l'équivalent d'un CPU, d'un processeur, tel qu'on va les utiliser en informatique, qui est déjà présent sous la forme d'un mécanisme en bois dans le métier à tisser de Jacquard. Ce qui est intéressant, c'est une anecdote somme toute rigolote à donner, c'est que déjà en 1801, avec la création de son métier à tisser, la création de ces machines automatisées fut à l'origine de ce que doit être la première manifestation des salariés contre le remplacement des humains par des machines. En 1801, bien avant l'ère de la robotique. Et puis on a également donc, Charles-Xavier Thomas de Colmar qui va inventer une machine qui s'appelle l'arithmomètre, c'est un nom qui porte assez bien la valeur de ce qu'il fait, et qui va être quelque part la première machine à calculer commercialisée. Blaise Pascal, avec sa pascaline, n'a fabriqué que des pascalines dans le cadre de l'usage qui a été fait avec son père, inspecteur des impôts. L'arithmomètre, il va s'en vendre. Et notamment, il va s'en vendre plus de 1500 exemplaires sur 40 ans d'exploitation. Vous imaginez, c'est un succès industriel déjà majeur pour cette machine. Il a même obtenu la médaille d'or de l'exposition de Paris en 1855 avec cette machine. Donc, et on peut noter donc également que bien que les inventeurs aient amélioré plus tard l'arithmomètre de Colmar, on peut dire que Pascal, Leibniz et Colmar furent les précurseurs du calcul mécanique et qui va devenir finalement extrêmement utilisé à la fin du XIXe siècle et même au début du XXe siècle.
Et 1822, c'est une nouvelle époque qu'on va appeler les fondateurs, puisqu'on va passer de cette ère mécanique avec des calculateurs à quelque chose de beaucoup plus conceptuel et qui va amener réellement vers l'informatique moderne, telle qu'on va la voir et qui va se développer à vitesse grand V dès les années 40, 1940. Et notamment grâce au travail de Charles Babbage, qui est né en 1791 et mort en 1871 à Londres, et qui fut donc un des précurseurs de l'informatique, qui fut le premier à énoncer le principe d'un fonctionnement d'un ordinateur moderne. Donc il s'était aperçu, Babbage, que tous les instruments à calculer qu'on a vus auparavant, les tables mathématiques, les outils, les calculateurs, etc., étaient souvent, ou causaient en tout cas des erreurs et causaient la perte de nombreux navires, puis qui plus est, donc, lorsqu'ils utilisaient ces premiers calculateurs en navigation ou les règles de calcul et qui causaient des erreurs, les navigateurs allaient se perdre en mer, ça pouvait être absolument dramatique. Et donc pendant ses études à l'université de Cambridge, il suggéra qu'il était possible de calculer ces données en utilisant notamment, à l'époque, une machine à vapeur. Évidemment, on utilise les technologies de l'époque, on n'était pas encore inventé ce qu'avait donné l'électronique ou même l'électricité, ça arrivait beaucoup plus tard. Et donc, il y avait déjà la machine à vapeur. Et donc, Babbage s'était dit, mais comment utiliser la vapeur pour mécaniser, presque, j'ai envie de dire, informatiser le calcul et surtout fiabiliser tous ces calculs-là. Et donc, il décrivit dans un papier de l'époque ce qu'il appela son moteur différentiel, qui était juste un concept de comment devrions-nous créer un dispositif mécanique basé sur la vapeur qui permettrait de calculer plus rapidement et plus fiablement ces tables de navigation. Et quelques temps plus tard, il demanda une aide de la part du gouvernement britannique et reçut ce qui fut certainement la première aide de l'État pour la recherche en informatique, à peu près 100 ans plus tôt, avant qu'elle soit généralisée, et notamment lorsque le gouvernement américain participa à la construction de l'ENIAC, donc 100 ans plus tard. Donc c'est quand même un précurseur. Et notamment, ce que l'on voit ici sur l'image, puisque le moteur analytique ou le moteur différentiel, puis plus tard, en 1833, le moteur analytique de Charles Babbage, n'a été qu'un concept. Il n'a pas pu le fabriquer, puisqu'à l'époque, il n'avait pas les éléments, il n'avait pas la possibilité technique de donner naissance, finalement, à son concept, et donc, quelque part, au premier ordinateur de l'humanité. Donc ce qu'on voit ici, c'est une reproduction de 1991, si je ne dis pas de bêtises, de son concept qui a prouvé la véracité des faits du concept de Charles Babbage, et ce qui lui vaut d'être réellement le père de l'ordinateur que l'on va voir plus tard, qui va se devenir électronique, puisque comme on peut le voir ici, l'ordinateur à l'époque, tel qu'en tout cas il avait conçu, était un assemblage mécanique. Mais au sein de cet ordinateur mécanique, il y avait déjà, et ça c'est complètement phénoménal de repenser en 1833 que Charles Babbage ait pensé à tout ça, il y avait déjà une unité d'entrée pour communiquer le traitement à la machine. C'est-à-dire quoi? Un clavier. Il y avait une mémoire qui permettait de stocker les données, les résultats intermédiaires du calcul. C'est la mémoire vive de nos ordinateurs. Il y avait une unité de commande pour contrôler l'exécution du traitement au sein de la machine et une unité arithmétique et logique pour réaliser les calculs, c'est-à-dire le processeur. Il y avait également, pour finir le tout, une unité de sortie pour lire les résultats de la machine, c'est-à-dire communément pour nous, tel que l'ordinateur on le connaît, l'écran ou éventuellement une imprimante. Donc ça, dès 1833, ça a été décrit parfaitement par Charles Babbage. Vous imaginez, en termes d'avancée, ce que ça représente. Donc le moteur analytique de Babbage possède tous les organes nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur actuel, ce qui lui valut d'être nommé le père de l'ordinateur. Et puis un autre personnage qui est très intéressant, parce que c'est une femme, c'est Ada Lovelace. Et elle est devenue finalement le premier programmeur de l'histoire de l'informatique dès 1815, ou en tout cas 1900... Attendez, je me retrouve dans les chiffres, il y en a beaucoup. 1852, elle est morte. Il faudra que je mette ça un petit peu plus au clair. 1842, c'est noté, je suis désolé, sur le slide. Elle devient donc le premier programmeur. Donc Ada Augusta King, comtesse de Lovelace, donc c'était une très belle femme pour l'époque, d'après les peintures en tout cas qui la représentent. C'est une scientifique férue de mathématiques qui est née en 1815 et morte à 36 ans seulement d'un cancer de l'utérus en 1852.
Donc cette femme, en fait, elle a eu l'opportunité de traduire un article qui avait été créé par un Italien sur les outils qu'avait créé Charles Babbage. Et en traduisant cet article, elle ajouta ses propres remarques et devint par la suite le premier programmeur du monde, finalement en indiquant à Charles Babbage comment, entre guillemets, programmer son moteur analytique, c'est-à-dire le premier ordinateur de l'humanité, pour lui faire exécuter des calculs, et inventa donc le mot programme. Donc une suite d'instructions à effectuer pour réaliser une tâche. Et elle inventa même, comme je l'expliquais tout à l'heure en voyant le clair Tashkent, je ne sais pas comment on dit, de 820, donc algorithme, elle inventa donc le mot algorithme en honneur de ce clair, qui donc représente une suite logique d'instructions à exécuter pour atteindre un but, c'est-à-dire un programme informatique. Et en 1980, donc, finalement, un langage informatique orienté objet et temps réel fut créé en son honneur, c'est le langage Ada, qui est encore utilisé par certains chercheurs. Une autre personne donc, très importante dans l'histoire de l'informatique, c'est George Boole, qui va inventer l'algèbre de Boole, qui est finalement le fonctionnement de l'algèbre binaire, comment on doit travailler, donc comment on doit calculer un ordinateur en binaire avec donc des 0 et des 1 pour effectuer des opérations. Et effectivement, son algèbre, qui est somme toute très simple, qui est relativement connue de nos jours, va permettre la fondation de toute l'informatique moderne à venir. Et il faudra attendre à peu près 40 ans pour que les premiers ordinateurs binaires apparaissent utilisant l'algèbre de Boole. 1876, je l'ai noté parce que c'est important, même si ce n'est pas directement d'informatique, c'est l'invention du téléphone. Donc ce que vous avez là sur l'image, c'est le premier téléphone. Vous imaginez téléphoner avec ça maintenant, de manière mobile, ça serait marrant. Et donc Alexander Graham Bell, qui va inventer ce téléphone-là, va poursuivre ses études autour de la communication, notamment de l'être humain, mais pas que de l'être humain, et notamment va permettre, grâce à ses travaux, la communication de machines et donc d'ordinateurs qui vont utiliser les lignes de téléphone très rapidement, je pense dès 1938, je crois de mémoire, lors de la première communication entre calculateurs ou entre ordinateurs en utilisant les lignes de téléphone. Donc ces travaux sont extrêmement importants pour l'histoire de l'informatique. Et effectivement, avant l'informatique, on parlait d'abord de mécanographie. On est passé de calculateurs mécaniques, vous l'avez vu avec la Pascaline ou la machine de Leibniz, etc., à la mécanographie. Et la mécanographie, c'est notamment Hermann Hollerith, donc un Américain, qui construit donc la première machine mécanographique à fonctionnement, on va dire, électromécanique, avec des éléments électriques et mécaniques, et dans un but précis, qui va donc lui valoir un grand succès, qui était le recensement américain de la population américaine en 1890. Et donc il va inventer cette machine-là, que l'on voit sur l'écran, qui va énormément accélérer le traitement de l'information et notamment donc, ce recensement américain. Donc dans cette machine-là, qui va utiliser donc, des cartes perforées, vous avez le lecteur que l'on voit ici sur l'image, qui est à ma gauche. Chaque trou va représenter une information et donc sur chaque carte, vous allez avoir jusqu'à 80 variables qui vont représenter finalement les données des Américains lors de ce recensement. Donc cette machine que l'on voit en ensemble ici avec son ensemble de batteries, puisque c'est une machine électromécanique, ce qui va lui permettre d'accélérer les traitements. Donc elle donna très vite naissance à plein d'autres machines finalement et va inspirer les secteurs de la finance pour également utiliser ce genre de machines mécanographiques pour également automatiser leurs calculs. Et donc effectivement 50 ans plus tard, ces machines-là vont finalement prodiguer les envies et vont être copiées sous la forme d'ordinateurs d'abord électriques puis électroniques. Et le problème est qu'on reste dans l'ordre comme vous comprenez bien, dans l'ordre du calculateur. Ce n'est pas encore un ordinateur tel que l'avait conçu Babbage, notamment parce que, d'ailleurs, cette machine d'Hollerith ne respecte pas intégralement l'architecture de la machine de Babbage et elle ne peut pas être utilisée pour réaliser un autre calcul que ce pour quoi elle a été conçue. Donc ici, le recensement américain. Donc ce n'est pas encore un ordinateur, ça reste un calculateur ou une machine à calculer. Donc ici, vous avez ici une représentation de la fameuse carte à perforer qui va être utilisée. Donc j'ai noté ça en anecdote, mais c'est quand même pas rien. Grâce à la machine d'Hollerith, les recenseurs américains terminèrent le travail en 6 semaines à peine, alors qu'ils avaient estimé cela, je crois, à 10 ans.
Il aurait fallu 10 ans avec les outils conventionnels pour faire le recensement de la population américaine. Il en fait en seulement 6 semaines grâce aux machines d'Hollerith. Vous imaginez le succès que ça a prodigué. Et notamment, Hollerith, qui continue d'améliorer évidemment son modèle, va créer une compagnie qui s'appelle la Hollerith Tabulating Company, HTC en 1914. Et cette compagnie, c'est extrêmement important pour l'histoire de l'informatique, va devenir en 1926 une structure beaucoup plus connue encore de nos jours qui s'appelle quoi? Qui s'appelle International Business Machine, c'est-à-dire IBM. Une autre machine très intéressante et qui est finalement un petit peu la même chose que la machine d'Hollerith mais française, c'est le Millionnaire. Donc c'est une machine que vous avez là, qui a été inventée par le français Léon Bollé et qui a été également, il faut le noter, c'est marrant, le fondateur des 24 heures du Mans et qui crée donc cette machine disposant d'une table de multiplication interne. Cette machine aura un très grand succès et sera produite jusqu'en 1935 à plusieurs milliers d'exemplaires. Et puis 1904, donc un petit peu plus tard encore, on a un avènement très important pour l'histoire de l'informatique et des premiers ordinateurs de l'humanité électronique, c'est l'invention du tube à vide. C'est-à-dire que grâce à l'invention de ce tube, qui permet donc avec un fonctionnement électronique d'amplifier ou de modifier un signal électrique, eh bien ce tube-là va remplacer petit à petit les rouages mécaniques des premiers calculateurs pour être intégré aux premiers ordinateurs électroniques de l'humanité. Donc c'est John Fleming qui on doit cette invention, et 2 ans plus tard à peine, c'est l'invention de la triode. Donc Lydie Forrest invente la triode, donc composant électrique qui ne sera remplacé que bien plus tard par le transistor, qui va être lui encore utilisé, parce que vous le savez certainement dans nos ordinateurs et tous nos mécanismes numériques, il y a des transistors. Donc 1906, l'invention de la triode, après le tube à vide, c'est l'avènement du transistor. Donc, je l'ai noté ici brièvement, en 1911, on a la première tentative, vous imaginez, de création d'une machine de Babbage. Donc, bien des années plus tard, on n'arrive toujours pas à créer un ordinateur complet selon les concepts de Charles Babbage. Donc, c'est M. Leonardo Torres y Quevedo qui s'est essayé, mais qui échoue malheureusement. Et qui a d'ailleurs créé une machine qui joue aux échecs. C'est assez intéressant de le noter. 1924, j'avais dit 26, excusez-moi, je me suis trompé. 1924, c'est la naissance d'IBM, donc qui va devenir donc un acteur majeur de l'informatique jusqu'à quasiment nos jours, et notamment va standardiser l'usage de la carte perforée qui va être utilisée jusque dans les années 50 ou 60 comme étant le moyen de programmer les ordinateurs, les premiers ordinateurs de l'humanité. 1930, donc un autre Américain, Vannevar Bush, qui est né en 1890, qui est mort en 1974, donc somme toute il y a assez peu de temps, qui construit un calculateur pour résoudre les équations différentielles au MIT, le fameux Massachusetts Institute of Technology. Et cette machine, donc plutôt un calculateur encore, c'est pas encore l'ordinateur, eh bien, permet de résoudre des équations différentielles. Et donc il utilise encore des rouages, des transmissions. Il reste somme toute assez ancestral dans ses usages, mais il n'est pas du tout un ordinateur moderne. Malgré tout, son travail à lui, Bush, va servir d'exemple, et notamment dans la création de l'ordinateur qui va devenir extrêmement célèbre dans l'histoire de l'informatique, et l'ENIAC, à peu près 16 ans plus tard. Et effectivement, en 1936, c'est la naissance des premiers calculateurs électroniques ou des premiers ordinateurs, parce que la différence encore à l'époque entre calculateur et ordinateur est très faible. Elle est surtout due au fait qu'un calculateur est créé pour effectuer un calcul, donc le référencement de la population américaine ou ce que vous pouvez bien imaginer, alors qu'un ordinateur, lui, va être plutôt un outil universel qu'on va pouvoir reprogrammer pour effectuer d'autres tâches. Et pendant à peu près 10 ans, il y a un flottement entre les deux notions et on ne sait pas très bien, surtout pour les experts, dont je ne fais pas toute partie, je vous rassure, pour dénommer quels sont les premiers véritables ordinateurs des premiers calculateurs électroniques tels que l'ENIAC. Et donc un des premiers calculateurs ou ordinateurs, voilà, je vous dis que la différence est somme toute assez faible, électronique, c'est l'ABC. Donc pour Atanasoff Berry Computer, c'est le nom de ses créateurs, qui étaient John Vincent Atanasoff et John Berry, à l'université de l'Iowa aux États-Unis, donc qui ont été créés donc, pour des laboratoires, notamment pour répondre à des problèmes de calcul des équations linéaires en physique.
Et donc c'est le premier calculateur à utiliser l'algèbre de Boole, que l'on a vu précédemment, donc l'algèbre binaire, et qui utilisait des lampes, donc les fameuses triodes issues des tubes à vide qu'on a vus en 1906, donc qui est le premier calculateur, quelque part, électronique de l'humanité, et qui va servir d'exemple, encore une fois, pour beaucoup d'ordinateurs à venir. Et donc l'ABC utilisait déjà certains concepts de base qui apparaissent plus tard dans les ordinateurs modernes, tels que l'unité arithmétique et logique, ULA, que l'on retrouvait sous la forme de CPU, et puis de mémoire électronique ou cyclique, une mémoire constituée de 2 tambours à rotation qui pouvaient stocker, je vais noter, c'est intéressant, 60 mots de 50 bits en binaire, ce qui fait à peu près 375 octets. C'est pas beaucoup, mais à l'époque, c'était évidemment révolutionnaire. Et si vous lisez bien dans le texte, 2 tambours en rotation, ça vous fait penser à quoi? Au disque d'un disque dur, qu'on va retrouver quelques années plus tard à peine. Et pour l'anecdote, la machine tournait à 60 Hz et pouvait réaliser une addition en 1 seconde. C'est pas très rapide, hein, malgré tout, mais vous allez voir, en seulement 10 ans, on va multiplier par 1000, par 10 000, par 100 000, par 1 million, chaque fois le taux d'opération par seconde des ordinateurs qui vont très rapidement devenir extrêmement véloces et très sophistiqués. Et puis 1936, c'est également donc l'avènement et la création d'un nouveau concept qui s'appelle la machine de Turing, que l'on doit à Alan Turing, et je le notais ici sur l'image, qui est très représentatif des problèmes de l'époque, puisque Alan Turing, qui va jouer un rôle majeur dans le décodage du code Enigma utilisé par les Allemands, par l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale, il va créer une machine qui va permettre de décoder ce code-là. On a évoqué, ou on évoque en tout cas, le fait que le concept de Alan Turing, la machine à décoder le code Enigma allemand de Alan Turing, a épargné 14 millions de gens pendant la Seconde Guerre mondiale, du fait que justement la machine Turing ait permis de décoder plus rapidement le code allemand des armées allemandes et ait pu donc, notamment aux Américains, donner la possibilité de contrer plus facilement les armées allemandes. Donc vous imaginez, c'est une invention qui est vraiment extrêmement importante dans l'humanité, 14 millions de vies épargnées grâce au travail de ce savant-là. Et malheureusement pour lui, en 1950, notamment en Angleterre, cette personne-là, cet ingénieur, ce savant qui était homosexuel, a dû subir un traitement hormonal pour traiter son homosexualité qu'on disait à l'époque anormale. Donc c'était, heureusement, il y a 50 ans, et malheureusement, c'est quelque chose qui l'a tué. C'était extrêmement dur à l'époque. Et donc, en tout cas, son concept notamment de machine de Turing, c'est un modèle abstrait du fonctionnement des appareils mécaniques de calcul de l'avenir, dans lequel, en fait, un ordinateur va pouvoir répondre à certaines problématiques et notamment finalement exposer lui-même une forme d'intelligence artificielle. Ce sont les prémices de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on doit donc à M. Alan Turing, mort malheureusement beaucoup trop tôt. Et puis 1937, j'adore cette photo parce qu'elle ne représente pas grand-chose, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est le modèle K. Le modèle K, l'invention de modèle K par M. George Stibitz. Le modèle K, ça veut dire kitchen en anglais. En fait, il a inventé ce dispositif dans sa cuisine. Mais ce dispositif-là, que vous voyez là devant vous, c'est ce qui va révolutionner l'informatique électronique et va lui permettre d'atteindre des taux de calcul absolument phénoménaux. Parce qu'en fait, avec ce modèle K, Kitchen, M. Stibitz va démontrer qu'avec seulement 2 accumulateurs qui sont des condensateurs, les grosses bobines, entre guillemets, que l'on voit sur le côté, et juste à côté d'elle, vous avez une forme de petit cylindre, pas les cylindres avec les fils, hein, je vais essayer de vous le montrer pour être plus explicite. Hop, où est mon curseur? Voilà. Donc ici, vous avez des condensateurs, et juste là, vous avez en fait des relais électromécaniques. Il va démontrer qu'en fait, simplement avec ce dispositif-là, on est capable de créer soit une mémoire, soit un opérateur binaire qui répond à l'algèbre de Boole. Et ça, c'est l'invention de toute l'informatique moderne à venir, puisque ce modèle-là, qui va d'abord fonctionner sous la forme de relais électromécaniques qu'on va retrouver dans tous les ordinateurs pendant à peu près 20 ans, va arriver sous la forme de transistors, il va être utilisé encore de nos jours avec des transistors dans les puces des ordinateurs de maintenant. Donc finalement, avec ce modèle Kitchen qu'il inventa quelque part chez lui, eh bien, M. Stibitz va révolutionner l'histoire de l'informatique et va permettre aux ordinateurs de devenir extrêmement fiables et de plus en plus rapides. Et 1938, on reste encore
on repart en Allemagne, on reste encore sous la forme de l'ordinateur mécanique. Et cela, on l'on doit à un ingénieur allemand qui est Konrad Zuse, qui va inventer donc le Z1. Alors, il faut savoir qu'avant le Z1, celui-ci s'appelait le V1 pour Versus Model 1, mais comme pendant la Seconde Guerre mondiale, on allait confondre malheureusement le nom de cet ordinateur avec les fameuses fusées, les V1, les V2, eh bien, il fut renommé Z1 en honneur de son créateur, Konrad Zuse. Et en fait, cet ordinateur, il est entièrement mécanique. Mais c'est un ordinateur binaire absolument complet, qui fonctionne exactement de la même manière que les ordinateurs de maintenant. Donc c'est absolument, évidemment, phénoménal, puisqu'il n'y a que des pièces mécaniques là-dedans, mais vous introduisiez l'équivalent de carte perforée, qui était d'ailleurs à l'époque, c'était très intelligent, des films, des pellicules cinématographiques de 35 mm, je sais que c'est quelque chose qui doit te plaire, Manu, en un exemple dans lequel étaient finalement ponctionnées les informations binaires qui étaient renseignées dans l'ordinateur pour lui faire effectuer un programme. Mais il n'y avait que des pièces mobiles, mécaniques dans cet ordinateur-là. Donc on voit ici une vue un petit peu plus rapprochée. On dirait une ville. La première fois que j'ai vu cette image-là sur Google Images, je me suis dit, mais c'est une ville ou c'est quoi? Mais non, c'est un ordinateur, mais uniquement fait de pièces mécaniques. Et l'ingéniosité de M. Konrad Zuse, qui lui doit d'être quelque part le père de l'ordinateur moderne, parce que je vous ai dit, c'est un ordinateur complet, qui répond pleinement au concept de Charles Babbage, mais il reste avant tout mécanique, et quelque part, enfin quelques années à peine plus tard, lorsqu'il crée le Z2, il va commencer à introduire des pièces électromécaniques, et notamment, avec l'avènement du... Oups, ça allait trop vite. Ah non, il me manque un slide, je suis désolé. Non, le Z3, on va le retrouver, je suis désolé. C'est la première fois que je donne cette conférence, je suis un peu perdu. On va retrouver quelques années après le Z3 qui va représenter cette fois-ci un ordinateur moderne basé sur des relais électromécaniques, les fameux que l'on a vus avec le modèle K de M. Stibitz. Et donc, on doit finalement à M. Konrad Zuse l'invention de l'ordinateur moderne, même s'il est mécanique et qui va le moderniser, notamment le rendre électronique ou en tout cas électrique, eh bien, on lui doit le fonctionnement de cet ordinateur binaire, le premier ordinateur binaire complet de l'humanité. 1940, George Stibitz continue de travailler, il va travailler avec un autre ingénieur qui s'appelle Samuel Williams. Il démarre le travail sur le complex number computer qui est présenté ici, qui reste une forme finalement de calculateur également. Ce n'est pas encore vraiment un ordinateur, mais il a deux caractéristiques très intéressantes. Le premier, c'est qu'il est également composé de 450 relais électromécaniques. Vous voyez que c'est vraiment la technique utilisée à très bon escient à l'époque pour réaliser des ordinateurs ou des calculateurs. Et il va travailler également en DCB, décimal codé binaire. Tu connais peut-être Patrice, un langage somme toute assez connu. Et il faut le savoir, je vous en ai parlé tout à l'heure avec l'invention du téléphone, finalement, en reliant deux CNC, deux complex number computers, un à New York et un autre, je ne sais plus trop où, finalement, bien, en fait, M. Stibitz va faire communiquer deux ordinateurs ensemble pour la première fois de l'humanité grâce à une ligne de téléphone. C'est pour ça que je vous disais que l'invention du téléphone de M. Graham Bell était particulièrement importante pour l'histoire de l'informatique. 1941, donc la naissance évidemment du Z3 comme je vous le décrivais, qui cette fois-ci va utiliser des relais électromécaniques. Donc il y a 2000 relais électromécaniques dans le Z3, il y en a 1400 pour la mémoire et 600 pour l'unité arithmétique et logique, c'est-à-dire le processeur. La mémoire centrale est composée de 64 mots de 22 bits, ça fait à peu près 1,2 kilooctets de mémoire vive. Waouh! Mais oui, mais bon à l'époque c'était évidemment énorme. Et donc le Z3 pouvait effectuer des opérations arithmétiques de base, addition, soustraction, division, multiplication, et aussi calcul des racines carrées, etc. C'était un ordinateur vraiment complet, complètement complet, et c'est quelque part le premier ordinateur électronique à relais de l'humanité. Voilà, vous l'avez là sous cette forme-là, c'est un ordinateur allemand, et malheureusement, donc il a été détruit, ce Z3, il n'avait qu'un exemplaire. Vous avez là une représentation, enfin un modèle qui a été reconstruit par le Deutsche Museum. En fait, cette machine-là a été détruite lors du bombardement allié en avril 1945, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale. 1942, je l'ai noté ici rapidement, il y a la commande de l'ENIAC qui est devenue extrêmement célèbre quelques années à peine plus tard, 4 ans plus tard, par M. Eckert et John Mauchly, et puis M. Stibitz qui continue à travailler évidemment toujours sur son modèle K et sur
l'ordinateur qu'il a inventé, le calculateur qu'il a inventé, qui invente notamment l'arithmétique flottante, qui permet de coder de très grands nombres grâce à des puissances de 10. Donc ça va être très utilisé évidemment par les ordinateurs et notamment les calculs des ordinateurs à venir. Et puis 1944, c'est la naissance du Mark I. Alors pendant longtemps, avant que le Z3 que je vous ai présenté fût réellement reconnu comme étant le premier ordinateur électronique de l'humanité, on a d'abord pensé, notamment évidemment, surtout les Américains, que c'était le Mark I, parce que c'est finalement que quelques années plus tard. Le Mark I donc, est un ordinateur encore électromécanique, mais surtout électronique, qui va utiliser des relais électromécaniques, notamment pour effectuer toutes ces opérations de base. Il est très long, il fait à peu près 15 mètres de long, cet ordinateur-là complet. Donc évidemment, il utilise donc une surface de 25 mètres carrés, il consomme 25 kW pour les 4,5 tonnes qu'il représente. Et il avait une mission particulièrement, cet ordinateur, c'est de calculer des tables mathématiques et de navigation, notamment pour calculer des trajectoires balistiques de missiles. Alors, ce n'est pas encore un ordinateur à programme enregistré, on dit que c'est encore un ordinateur, mais vous voyez, on est vraiment entre la frontière entre le calculateur pour effectuer des calculs et l'ordinateur, et il suivait plutôt des instructions encore contenues sur un rouleau de papier comme des cartes perforées. Il faut attendre encore un tout petit peu pour que les premiers claviers et les premières mémoires dédiées au programme arrivent. Le Mark I pouvait sauvegarder, je l'ai noté ici, 72 nombres de 23 chiffres décimaux. Ça fait à peu près une mémoire vive de 12 kilooctets. On est passé de 3 kilooctets à 12. Ça chauffe, on va bientôt arriver à quelques mégaoctets. Or, je l'ai noté également, juste pour la forme, pour que vous ayez une idée de la puissance des outils de l'époque, il pouvait effectuer une multiplication en 6 secondes. Il pouvait effectuer 3 additions ou soustractions en 1 seconde. Il pouvait faire une division en 15 secondes. C'est quand même très long, 15 secondes, vous pouvez imaginer. Et ce qui est intéressant également, je ne l'ai pas noté dans mes fiches, mais je l'ai lu entre-temps, c'est que tout le long des 15 mètres de cet ordinateur, vous aviez un axe mécanique. Et en fait, ça servait de synchronisation d'horloge pour tous les composants de l'ordinateur. Et cet axe-là, qui tournait avec un moteur de 4 kW au bout, en fait, chaque fois qu'il effectuait une rotation, c'était un cycle pour l'ordinateur, en disant « Hey, il faut que tu te réveilles, il faut que tu fasses une opération. » Ah, ok, voilà. Donc c'était assez marrant de voir qu'il y avait comme un moteur en fait, électrique qui tournait au fond de cet ordinateur-là, qui servait donc de quartz d'horloge pour cet ordinateur ancestral. Alors je l'ai noté également, c'est très intéressant, c'est que quelques temps plus tard, le Mark I fut modifié, je vais lire la note parce que c'est quand même très sophistiqué, il fut modifié afin de permettre à la machine d'aller lire des instructions sur plusieurs lecteurs de cartes perforées simultanément. Et cette faculté lui permit de réaliser des sauts conditionnels entre programmes, ça c'était vraiment révolutionnaire, aussi bien que le lancement de ce programme. Ça préfigure réellement l'informatique moderne et notamment le temps réel qui va arriver avec les ordinateurs IBM des années 60. 1944, c'est idéalement la naissance d'un ordinateur, mais qui ne laissa que peu de traces parce qu'il a été créé dans un but très particulier. C'était le décodage du code, je l'ai noté, il ne faut pas que je me trompe. Oui, Lorenz, voilà, du code Lorenz utilisé par le haut commandement allemand. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, évidemment. On a parlé du code Enigma qui a été décrypté grâce à Alan Turing. Et en fait, le Colossus créé en Angleterre, lui, va servir à décoder les codes secrets en code Lorenz, un code vraiment très sophistiqué en binaire, créé par les Allemands, par l'armée allemande. Il va être créé uniquement dans ce but-là. Et il va y arriver. Il va arriver à casser le code de l'armée allemande. Et malheureusement, donc, cet ordinateur qui était créé avec 1500 tubes à vide, comme on a vu en 1904, finalement va être créé uniquement à 10 exemplaires au sein de l'armée britannique. Il va être intégralement détruit. Les 10 exemplaires vont être détruits au début des années 60. Et donc, on va retrouver simplement dans un musée anglais actuel, je ne me rappelle plus lequel, British Museum, je ne sais plus lequel, on va retrouver évidemment de nouveau un modèle qui a été refait d'après les concepts de l'époque, et notamment par son inventeur. 1944, ça c'est très important également, et j'adore cette image-là, c'est la naissance du premier bug informatique. Et on le doit donc à une femme qui était donc la capitaine de l'armée, Grace Hopper,
qui va donc avoir à résoudre le premier bug de l'histoire de l'informatique. Et elle raconte, Grace Hopper, je vais simplement citer ce qu'elle a raconté, « Tandis que nous travaillions dans un immeuble non climatisé par une chaude et humide journée d'été sur le Mark I, que l'on vient de voir, l'ordinateur s'arrêta. Nous finîmes par découvrir à l'intérieur d'un gros relais à signal un papillon de nuit grillé. Et depuis ce jour, le papillon que l'on voit ici, depuis ce jour, lorsqu'un officier entrait et nous demandait où en étaient les travaux, nous lui répondions que nous déboguions, nous enlevions les bugs du calculateur ou de l'ordinateur. Et donc elle colla ce bug qui veut dire en anglais, vous le savez certainement, insecte, dans le livre de bord de l'ordinateur qui est présenté de nos jours au Musée national d'histoire américaine de la Smithsonian Institution, j'ai du mal, et Grace Hopper était la 3e personne à avoir programmé le Mark I. Donc vous voyez, une femme dans l'informatique, parce que il faut le savoir, on va le retrouver sous les photos de l'ENIAC, les premières informaticiennes, quelque part, de l'humanité, étaient massivement des femmes. Tout comme on a vu Ada Lovelace, qui a été le premier programmeur. Et 1946, effectivement, donc c'est la naissance, enfin, de cet ENIAC, qui n'est pas encore un ordinateur. Et c'est là aussi, il y a des débats qui ont eu lieu pendant très longtemps. Ça reste un calculateur, mais qui est entièrement électronique cette fois-ci. Il n'y a plus du tout de mécanique au sein de l'ENIAC, qui signifie Electronic Numerical Integrator and Computer. Ça s'appelle un ordinateur, mais ce n'est pas vraiment encore un ordinateur. Il peut être en tout, notamment reprogrammé, mais assez difficilement. C'est pour ça que c'est assez tangent entre calculateur et ordinateur, pour notamment répondre à des différentes questions, différentes problématiques. Alors, sa capacité de 20 nombres à 10 chiffres signés, j'ai calculé, ça faisait à peu près 2 kilooctets de mémoire vive, c'est pas mal. Et surtout, voilà, il peut effectuer chaque seconde 5000 additions. C'est-à-dire qu'en seulement 3-4 ans, on a multiplié, si vous vous rappelez les chiffres que j'ai énoncés avec le Mark I, on a multiplié par, je ne me rappelle plus les chiffres, c'est à peu près 5000. 5000, la puissance de calcul de l'ordinateur, grâce au fait que notamment il est devenu intégralement électronique. Et évidemment, plus on va progresser, vous le savez, toute l'histoire de l'informatique est là, et bien les ordinateurs sans cesse vont être de plus en plus puissants, de plus en plus rapides, pourront effectuer de plus en plus d'opérations à la seconde. Et donc, il peut en revanche gérer, donc je l'ai noté brièvement, ça aussi pour donner un ordre de tête, 350 multiplications, au lieu des 15 secondes du Mark I, on est passé à 350 multiplications par seconde pour l'ENIAC. Donc il est extrêmement rapide, cet ordinateur. Évidemment, il va servir d'exemple, encore une fois, pour toute l'informatique à venir. Donc il a notamment reçu l'attention des journaux, je l'ai noté dans mes notes, notamment par sa taille imposante. Il occupait 60 mètres carrés, la moitié d'un terrain de football. C'était ça l'ordinateur à l'époque. Évidemment, ça ne rentrait pas dans ma montre, pas encore. Et également, il consommait, je ne sais plus trop combien de kilowatts, c'était absolument affolant. Il était créé avec 17 000 tubes à vide, 17 000 lampes, 7 000 diodes à cristal, 1500 relais. Enfin bon, c'était un monstre colossal de l'informatique, mais cette sophistication à outrance lui a permis de donner l'exemple en termes de puissance de calcul de l'ordinateur et pour que celui-ci devienne irrémédiablement indispensable à l'armée américaine, puis ensuite à tout le monde scientifique américain. Alors je vais noter, sa consommation est de 150 kW. Alors vous imaginez, c'est monstrueux. C'est absolument monstrueux. Et 1947, juste un an plus tard, et on aura bientôt terminé cette conférence, c'est l'invention du transistor. Le transistor, c'est absolument primordial dans l'histoire de l'informatique, puisque les transistors, c'est ce qui est utilisé actuellement de nos jours. J'ai lu il y a quelques jours à peine une dernière news de laboratoire d'IBM qui commence à créer des puces avec des transistors qui sont seulement séparés de 5 nanomètres entre eux, c'est-à-dire 36 atomes de cuivre entre chaque transistor. C'est absolument colossal. Le transistor, donc, c'est l'avènement de l'informatique absolument moderne et ce qui va lui permettre à la fois de devenir extrêmement rapide, extrêmement compact, évidemment, et de lui permettre également de consommer, et ça c'est important écologiquement, de consommer de moins en moins d'électricité. Et notamment, un des premiers ordinateurs, on n'est pas encore à l'ère du transistor, parce qu'il vient juste de naître, mais encore une fois, un autre ordinateur qui, cette fois-ci, est vraiment électronique, c'est le Binac et l'EDSAC, ce sont deux ordinateurs distincts,
qui vont vraiment être extrêmement modernes, et notamment la vitesse de l'EDVAC, je vais le noter ici, l'EDSAC, pardon, j'ai rendu mal, avec que l'on voit ici sur la photo, était de 500 kHz. Ça, c'est extrêmement phénoménal. Le Mark I était 1 Hz, et on passe à 500 kHz, les machines deviennent extrêmement rapides et tentent à diminuer de taille également chaque année, presque, j'ai envie de dire. Donc, il pouvait effectuer en 1 minute 15 000 opérations mathématiques, dont 4 000 multiplications. L'ordinateur devient vraiment un outil de calcul absolument colossal. L'UNIVAC, donc créé à partir de 5600 tubes électroniques, donc vous voyez la tête qu'il a. On est passé d'ordinateurs qui représentaient des, je ne sais pas comment les décrire, mais des garages entiers avec des fils partout, à quelque chose qui commence à ressembler à une salle moderne avec des outils de calcul. Les divideurs à bande que l'on voit ici, qui datent plutôt des années 60-65, mais qui sont liés quand même à l'ordinateur UNIVAC qui est au fond, en fond d'ordinateur, somme toute assez moderne. Et pendant 20 ans, ce qu'on appelle les mainframes, donc les gros ordinateurs qui vont être utilisés dans le centre de calcul et notamment à Météo France, vont ressembler à ça, exactement à cela. Simplement, tous les 5 ans, ils vont être renouvelés avec des ordinateurs de plus en plus puissants, de plus en plus rapides. Donc cet ordinateur-là, juste en titre d'exemple, l'UNIVAC, qui coûtait la bagatelle de 750 000 $. Si vous vouliez un ordinateur chez vous, voilà, vous pouviez l'acheter, 750 000 $ pour avoir cet ordinateur-là, qui, en termes de calcul, effectuait une addition en 0,5 millisecondes, extrêmement rapide, et une division en 3,9 millisecondes. C'était vraiment super rapide, ça fait 8933 additions par seconde, donc c'est vraiment un outil de calcul hallucinant. L'IBM 701, je vous ai parlé d'IBM, qui était l'évolution finalement de la compagnie de M. Le Reed qui avait créé la mécanographie, donc qui devient IBM en 1924. IBM crée en 701, donc en 1952, donc ce fameux ordinateur 701. C'est le premier ordinateur commercial. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu auparavant en termes d'ordinateur, vous avez déjà vu qu'ils étaient absolument immenses et qui coûtaient extrêmement cher, et finalement ils étaient construits qu'à quelques exemplaires. Et une compagnie quelconque, une société, ne pouvait pas prétendre à l'acheter puisqu'ils étaient quand même massivement conçus pour le gouvernement américain ou l'armée américaine. Eh bien, IBM 701, c'est tout autre chose. Il est accessible, entre guillemets, aux communs des mortels, ou en tout cas à ceux qui ont des entreprises, parce qu'il coûtait évidemment encore très cher. Et cet ordinateur 701 va rencontrer un succès immense puisque, effectivement, les industries américaines, puis ensuite européennes, vont commencer à acheter ces premiers ordinateurs pour équiper leur chaîne de production de l'outil informatique. Donc il est notamment, il utilise une mémoire à tube cathodique, c'est-à-dire que vous voyez très bien ce que c'est qu'une télévision. À l'époque, les mémoires c'était encore assez cher, donc sur un tube de télé, entre guillemets, on était capable de mettre des mots de 36 bits, 2048 mots de 36 bits. Alors je n'ai pas calculé, ça devrait faire à peu près 8 kilooctets de mémoire sur un tube, c'était une mémoire ancestrale. Et finalement plus tard, il a reçu les premières mémoires à tore magnétiques qui sont les ancêtres des mémoires à transistors que l'on connaît encore de nos jours. 1956, c'est le premier disque dur. J'adore cette image, elle est extrêmement moderne parce que quelqu'un a rajouté un babu dessus. C'est le premier disque dur, et vous savez quelle taille il fait ce disque dur? Il fait 5 mégaoctets. Waouh! Il est composé de 50 disques de 61 cm de diamètre, 50 disques magnétiques. Alors il pèse, je crois, 750 kg. Il a été utilisé dans certains des premiers AWACS, vous savez, les avions américains avec des gros radars qui enregistraient toutes les données, enfin NSA Power. Donc les premiers disques durs ont été montés dans cet avion-là. Et voilà, 5 mégaoctets, mais à l'époque c'était évidemment révolutionnaire. Les mémoires vives dont je vous ai parlé quelques années auparavant, c'était 12 kilooctets. On passe de 12 kg à 5 mégaoctets de puissance, enfin de stockage de mémoire, c'est absolument colossal. Évidemment, les disques durs vont sans cesse, comme vous le savez, se miniaturiser et augmenter sans cesse leur capacité, fort heureusement. Oh, eh ben, j'ai du mal à passer à la diapo d'après. Voilà. 1962, c'est important parce que c'est la naissance du premier ordinateur à transistor. Vous avez le transistor de 1947, il faut attendre un peu plus de 15 ans pour que, absolument, non, c'est 15 ans d'ailleurs, pour que naisse le premier ordinateur qui va réellement
utiliser le transistor et va faire fi des tubes à vide, tout ce qui consomme énormément d'électricité, qui coûte extrêmement cher et qui sont pénibles notamment à maintenir. Le PDP-1 donc, est une jeune société américaine qui le crée. Donc c'est un ordinateur qui non seulement va coûter que 120 000 $ au lieu de 750 000 de l'IBM 701, qui va donc se vendre à plus de 50 exemplaires et qui dispose, comme on peut le voir sur la photo, nativement d'un écran cathodique divectoriel sur lequel va être créé, et ça fait partie de mon autre conférence sur l'histoire du jeu vidéo, un des premiers jeux vidéo d'histoire qui s'appelle Space War, puisque les informaticiens de l'époque, lorsqu'ils ont accès au PDP-1 au sein du MIT, vont créer Space War, ce premier jeu vidéo dans lequel vous avez deux vaisseaux spatiaux qui s'affrontent sur l'écran. Et c'était donc sur cet ordinateur-là, vous avez vu la taille, mais malgré tout, il était somme toute assez peu cher et surtout très performant pour que les universités américaines et peut-être même quelques universités européennes s'équipent de cet ordinateur-là. Et puis ça c'est rigolo aussi, 1963, l'invention de la souris. C'est ça la première souris, c'est cette espèce de bloc en bois avec une roue dentée, avec un petit bouton. Et donc elle a été créée donc, en 1963. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'informatique, il y a plein d'autres exemples, et bien lorsque les créateurs de la souris vont présenter leur travail au sein de la société dans laquelle ils travaillent, c'est d'ailleurs le laboratoire Bell qui a inventé le téléphone, eh bien, ils présentent cette souris aux pontes du laboratoire Bell et les pontes répondent « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Donc ils disent bah, « c'est une souris, enfin ça ne s'appelle pas encore une souris, c'est un dispositif pour déplacer, ou en tout cas pour avoir une interaction plus facile avec un ordinateur et déplacer des coordonnées au sein de sa mémoire. » Enfin voilà, bon, c'est un peu sophistiqué, mais ça devient rapidement une souris. Et bien évidemment, les pontes de Bell répondent « mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça ? Ça ne marchera jamais, enfin, personne n'utilisera votre truc, on va laisser tomber. » Donc il faudra attendre évidemment beaucoup plus tard, notamment en 1979, la reprise de la souris, notamment au sein des premiers ordinateurs, le Palo Alto, qui va devenir en 1984 le Macintosh et le Finder de Apple, pour qu'on retrouve la souris et qu'elle devienne finalement la souris commune que l'on connaît tous de maintenant. 1966, c'est intéressant aussi, c'est le premier plan de calcul français sous l'égide de notre cher président Charles de Gaulle, qui va demander à son Premier ministre, qui est Michel Debré, hein, ça ne s'invente pas, finalement de s'affranchir des constructeurs américains, puisqu'on a vu tous les ordinateurs que l'on a vus jusqu'à présent étaient américains. Et les Français se disent, mais si on dépend uniquement des Américains en termes de technologie informatique, le jour où les Américains nous disent, ben, on coupe les tuyaux ou on prend le contrôle sur ce que vous faites, eh bien, on ne sera plus autonome. Donc, ça peut poser des graves problèmes. Donc, le premier plan de calcul français est lancé, notamment avec les équipes Boulle, pour créer des ordinateurs français, notamment les Bull Gamma, qui, voilà, dès 1968, vont représenter le fleuron de l'informatique française. Et puis, 1972, à peine quelques années plus tard, on va accéder enfin, et ce sera les derniers slides de ma présentation, à la naissance de la micro-informatique, le micro-ordinateur moderne tel que nous le connaissons, qui, on l'a vu, donc, a énormément évolué depuis l'ENIAC de 1946, eh bien, on doit quelque part tout à la société Intel et à la naissance en 1971 du premier microprocesseur qui ressemble à ça, cette petite puce électronique, qui est composée seulement de 2300 transistors, hein, on est loin des millions, ou des centaines ou des milliers de millions de transistors des processeurs actuels, qui est un processeur encore 4 bits, puisque les machines vont pendant assez longtemps, même encore de maintenant presque, j'ai envie de dire, se catégoriser en termes de puissance en nombre de bits qu'elles peuvent traiter simultanément. Et bien, le premier processeur, l'Intel 414 en 1971, est un microprocesseur 4 bits, qui est cadencé à une vitesse folle de 740 kHz, ce qui est déjà pas mal, mais qui est absolument incapable d'être utilisé au sein d'un ordinateur moderne et qui va être plutôt destiné aux calculatrices. Voilà. Mais l'intérêt, c'était, je reviens juste en arrière, regardez bien, le PDP-1, c'est un ordinateur, il est composé de transistors. Finalement, au sein d'un PDP-1, outre la mémoire, le processeur central, enfin tout ce qui est unité de calcul au sein du PDP-1, ce sont des milliers de transistors reliés entre eux, aux milliers de centaines de cartes électroniques qui prennent beaucoup d'espace, et la volonté d'Intel, c'était de réduire toutes ces cartes électroniques sous la forme d'un simple chip. C'est la naissance du Intel 414. Un microprocesseur, c'est un ordinateur quasi complet en termes d'unité de calcul, réduite sous la forme d'un assemblage de transistors de quelques millimètres carrés à peine. C'est ça l'invention du microprocesseur, et c'est ce qui va être utilisé notamment dès 1972
par le premier micro-ordinateur de l'humanité, qui plus est, on peut dire Cocorico, est un ordinateur, une invention française. Donc c'est M. François Gernel qui va utiliser au sein du studio de la société R2E, un des tout premiers microprocesseurs 8 bits d'Intel, qui est le 8008, qui est le second processeur après le 4004 créé par Intel, qui va être déjà un microprocesseur dit 8 bits, 8 bits qui est des processeurs qui vont être utilisés pendant des années par toute la micro-informatique domestique à venir. Donc l'Intel 8008 va être utilisé par M. Gernel pour créer, alors tout d'abord, pas un ordinateur, sa volonté était plutôt de répondre à un cahier des charges de l'INRA pour créer un automate qui va surveiller les cultures automatiques au sein de l'INRA. Et donc il va créer ce que l'on voit ici, qui est la forme d'un ordinateur, en tout cas qui va être renommé très rapidement micro-ordinateur, puisque utilisant un microprocesseur, on va dénommer ces outils-là, ces ordinateurs-là, de micro-ordinateurs. Mais c'est uniquement du fait de l'emploi de microprocesseurs. Avant, on appelait ça des ordinateurs. Maintenant, en utilisant des microprocesseurs, on appelle ça des micro-ordinateurs. Donc le Micral de la R2E va devenir le premier micro-ordinateur de l'humanité, utilisant un processeur moderne, donc Intel 8008, et son fonctionnement à ce fameux Micral est exactement le même que l'ordinateur que j'utilise actuellement pour faire ma présentation. Il y a dedans le fameux microprocesseur Intel, c'est d'ailleurs le cas de mon ordinateur actuel. Il y a de la mémoire vive, de la RAM, il y a de la mémoire morte. On introduit des programmes. Donc au début, évidemment, comme on le peut voir ici, le Micral, qui est plutôt un automate, on va renseigner des informations sous forme de bits en utilisant les interrupteurs qui sont à sa façade. Et très rapidement, les ingénieurs de la R2E vont câbler un télétype, c'est-à-dire un ancêtre de fax en fait, ou de clavier, à cet ordinateur-là pour renseigner des programmes et qui, à la fin de son exploitation, à peu près 1976-78, va recevoir des langages de programmation tout à fait modernes. C'est vraiment un micro-ordinateur à part entière. Et quelque part, il ne lui manquait plus que, j'ai envie de dire, une carte sonore, une carte vidéo pour en faire presque un ordinateur de jeu. Ça serait sûrement d'ailleurs une expérimentation assez intéressante à faire si jamais l'association MO5.com mettait la main sur cet ordinateur-là, puisque, il faut le savoir, il n'y en a que 5. Il y a 90 000 ordinateurs Micral qui ont été vendus. On n'en dénombre que 5 actuellement et, comble de quelque part de raffinement, cet après-midi, au château d'Artigny, est vendu le 5e exemplaire connu actuellement de Micral, absolument complet d'ailleurs, avec son clavier télétype, ses unités de mémoire de disquette 8 pouces, etc., pour la bagatelle de 20 000 $, 20 000 €. Donc si vous avez 20 000 € et que vous voulez faire un don à l'association MO5.com pour qu'elle puisse acheter son Micral, écoutez, passez me voir tout de suite, on pourra faire affaire, je vous en remercie beaucoup. Et puis, bon, les derniers slides pour présenter, parce qu'après, ça part évidemment sur une infinité de micro-ordinateurs différents qui vont tous utiliser des microprocesseurs, d'abord 8 bits, et puis ensuite 16 bits, 32 bits, 64 bits, etc. C'est notamment et notablement l'arrivée et l'avènement de l'Apple I, qui a été vu pour beaucoup d'Américains comme étant le premier micro-ordinateur, mais non, il est français, monsieur. Donc l'Apple I, c'est d'abord, lorsque Steve Jobs et Steven Wozniak le lancent dans leur garage, c'est l'histoire d'Apple, c'est d'abord une carte mère que l'on voit ici. Ce n'est pas un ordinateur, un micro-ordinateur complet, c'est juste une carte mère avec le processeur central, un 6502, avec de la mémoire vive, de la ROM, etc. Mais il n'y a pas de clavier, il n'y a pas de boîtier, il n'y a pas d'alimentation. Vous devez vous-même fabriquer tout cela et ajouter tous ces composants pour faire que votre ordinateur fonctionne. Il s'en est vendu à peu près 150 exemplaires, 200 exemplaires voilà, de cette carte mère. Elle coûtait très peu cher, très peu cher. Un microprocesseur déjà à l'époque coûterait très peu cher. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais le Micral coûtait seulement 8 500 francs. C'était rien. On est passé du PDP-1 à 115 000 $, à 10 ans plus tard à seulement 8 500 francs. C'était rien. Et l'Apple I se vendait à seulement 666 $. Non, de la bête, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas c'était intéressant. Et juste également, comme pour rejoindre quelque part l'exemple ou l'anecdote du Micral que je viens de vous citer avec l'enchère du Micral actuel de cet après-midi, eh bien sachez que les derniers exemplaires connus de carte mère Apple I se vendent souvent chez Christie's à New York pour 300 000 $. Vous imaginez 300 000 $ qu'ils ont souvent d'ailleurs non fonctionnels pour avoir cet ancêtre d'ordinateur Apple, mais qui n'est pas du tout le premier micro-ordinateur de l'histoire.
Apple va continuer évidemment sur son succès porté par des aficionados, des clubs d'utilisateurs d'informatique qui achètent donc les cartes mères d'Apple I et vont lancer donc l'industrialisation de leur chaîne sous la forme de l'Apple II dès 1977 qui va vraiment être un micro-ordinateur complet comme on le voit sur la photo avec son que l'on pouvait acheter avec son écran dédié, des unités de disquette, un clavier intégré et c'est parti pour Apple qui va après révolutionner l'informatique avec l'Apple Macintosh qui représente finalement le grand pendant de l'IBM PC que j'ai actuellement devant moi. Donc on peut dénommer que l'Apple II va vivre une carrière qui va être très longue, notamment avec la sortie de son dernier exemplaire, le plus récent, l'Apple IIc, qui va même être équipé en fin de carrière d'un écran à cristaux liquides. Donc c'est-à-dire que ce sont des ordinateurs qui ont très bien marché. On peut dénombrer, juste à titre d'exemple, que sur l'Apple II, vous avez 6000 logiciels, jusqu'à 6000 logiciels qui sont sortis, immensément évidemment des jeux vidéo, tels que Prince of Persia et puis Ultima qui vont donner tous les RPG, mais ça, je l'ai également évoqué dans ma conférence sur l'histoire des jeux vidéo que vous avez peut-être suivi. Et puis le dernier slide de ma présentation, puisque après c'est une autre histoire, ou en tout cas c'est l'histoire que nous connaissons, c'est également l'avènement du grand concurrent d'Apple, quelque part c'est l'avènement 81 de l'IBM PC, IBM qui revient sur le devant de la scène avec après l'IBM 700 et beaucoup d'ordinateurs du type mainframe, très chers et très sophistiqués et très performants, et qui à la demande de ses clients en fait va créer un terminal intelligent, qui vont renommer PC pour Personal Computer, ordinateur personnel, et vendent dès 81 sous la forme de cet ordinateur-là, qui est également complet avec son clavier, ses unités de lecteur disquette, qui possède à l'origine entre 64 et 128 kilooctets, waouh, à l'époque c'était beaucoup, et fait amusant, qui est également un ordinateur qui dispose dans son BIOS, dans sa ROM, d'un langage basique. Et oui, à l'époque un ordinateur tel que l'ancêtre de celui-ci, vous aviez un langage basique intégré pour programmer des programmes. Évidemment, cet ordinateur PC, il va donner tout un ensemble de clones, notamment sur le marché asiatique, qui vont donner naissance à ce qu'on appelle les PC et compatibles ou compatibles PC, que l'on va retrouver dès les débuts des années 90 sous la forme de micro-ordinateurs non plus industriels ou à but professionnel, comme c'était le cas de l'IBM PC qui coûtait quand même 55 000 francs, il fallait les sortir en 81, mais en 90, notamment un constructeur qui va beaucoup faire parler de lui, va sortir des micro-ordinateurs de type compatible PC avec le fameux PC 1512, c'est la gamme des Amstrad PC 1512, des ordinateurs de type micro-domestique qui vont finalement donner naissance au marché domestique des ordinateurs de type PC, et ce qui fait que maintenant vous pouvez aller acheter, j'ai envie de dire de manière très commune, chez Carrefour et Auchan, des ordinateurs de type compatible PC, ou éventuellement Macintosh Apple, mais en tout cas plus facilement peut-être, en tout cas ce genre d'ordinateur. Voilà, donc cette conférence sur l'histoire de l'informatique est terminée, puisque tout ce que je vous ai présenté a donné ce que l'on connaît maintenant en termes de micro-informatique, ou ce que vous pouvez découvrir notamment sur nos expositions, avec nos nombreux micro-ordinateurs ou consoles de jeux qui sont, je l'ai déjà expliqué, des dérivés finalement du micro-ordinateur, qui vont utiliser les mêmes composants pour faire des jeux vidéo. Et donc je vous entiche à rejoindre l'association emosa.com que je préside en tant qu'adhérent. Je sais que certains d'entre vous le sont déjà, je vous en remercie, puisque le but donc c'est en fait proclamer cette histoire de l'informatique et du jeu vidéo, notamment du numérique dans son ensemble, pour qu'il puisse être reconnu. Et dans le cadre de notre travail, notre projet le plus abouti, qui serait donc la création d'une institution nationale qui soit entièrement dédiée à ce patrimoine numérique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conférence avec moi. Et si vous avez des questions-réponses, écoutez, on peut procéder. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi on appelle ça la souris alors? Mouse, alors parce qu'en fait il y a un petit fil derrière qui se profile derrière le boîtier, donc ils ont trouvé que ça faisait une queue de souris, donc ils ont dit ok ça fera une souris quoi, voilà. Et en fait ce qui est intéressant c'est qu'un des concepteurs du boîtier de souris qu'on a vu là, en fait va donner naissance à un modèle de souris en l'améliorant et qui donnera naissance, c'est un Suisse d'ailleurs qui va améliorer ce procédé et qui a appelé sa souris Depras, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais qui donnera naissance ensuite à l'entreprise Logitech. Et Logitech, c'est une entreprise informatique très connue, parce qu'elle vend encore des souris, des enceintes, etc., plein de périphériques informatiques. En tout cas, c'est intéressant, et il faut le savoir ainsi, je l'ai
j'aurais dû peut-être le mettre, mais c'est une autre anecdote très intéressante également. Avant que Macintosh, l'Apple Macintosh en 84, dont j'ai parlé, démocratise l'usage de la souris avec le bureau que l'on connaît sur nos ordinateurs, à la Windows, vous savez, avec les icônes que l'on déplace, etc. Tout ça, ça avait été inventé en 1979 sur des ordinateurs d'une firme américaine. L'ordinateur s'appelait le Palo Alto. Et sur ce ordinateur-là, les ingénieurs de l'époque en fait, avaient présenté leurs travaux en utilisant la souris. En fait, ils avaient été, dès 1979, ils étaient capables de créer des dossiers sur un bureau graphique, de déplacer ces dossiers avec la souris qu'ils avaient réutilisée. Ils étaient capables, donc, ils avaient une espèce d'ancêtre de Word pour faire du traitement de texte. Ils avaient quasiment tout inventé. Tout ce qu'on utilise encore aujourd'hui en termes de suite bureautique a été inventé en 1979. Et je vous l'ai fait dans le mille, lorsqu'ils sont allés présenter leurs travaux à leur boss, les boss leur ont dit mais ça n'a aucun rapport avec les demandes que nous font les entreprises. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça, quoi? Et donc lorsque Steve Jobs est allé visiter avec certains ingénieurs d'Apple en 82 le laboratoire qui possédait cet ordinateur Palo Alto avec ses ancêtres de la souris de Finder, de suite bureautique qui tournait, justement, les ingénieurs de la société sont retournés voir le boss en disant mais vous avez laissé rentrer Steve Jobs avec Apple et les ingénieurs pour qu'ils puissent copier intégralement tous nos travaux depuis 3 ans. Ils vont réutiliser ça à plein escient, ils vont le commercialiser et ils vont en vendre des millions. Mais vous ne voulez pas réagir? Et non, ils n'ont pas réagi. Alors qu'ils auraient pu être beaucoup plus célèbres et auraient pu demander, à contrario, des royalties à Apple et devenir richissimes. Mais non, ils n'y ont pas cru. Et finalement, l'histoire d'informatique est pleine de ratages quelque part ou d'événements perdus parce que, à un moment donné, des grandes pontes dans des grandes sociétés n'ont pas cru à des grandes inventions. Il y avait même, c'était plutôt au début des années 70, lorsque les ingénieurs créaient ou avaient envie de créer les premiers ordinateurs à usage personnel. Il y avait même dans les années 75, ou c'était 72-73, des publicités de Remington Rand, une société américaine, qui voulait vendre des ordinateurs à destination de la famille des foyers américains, notamment parce que ces ordinateurs-là allaient être capables de guider, je suis désolé, c'était à destination de la jante féminine derrière les fourneaux, j'y suis pour rien, ce sont les publicités de l'époque, hein, un petit peu encore... bizarre à l'époque. Et donc, ces ordinateurs-là, qui s'appelaient le Kitchen Computer, avaient pour destination finalement d'inciter ou de permettre à leurs utilisateurs de les guider dans des recettes de cuisine telles qu'on peut le connaître avec des robots qu'on utilise actuellement. Ça, c'était au tout début des années 70. Et pareil, lorsque ces ingénieurs-là évoquaient la possibilité, juste, comprenez bien, que le grand public, c'est-à-dire nous, utilisions des ordinateurs à titre personnel, ils ne comprenaient pas. Ils disaient mais pourquoi? Ça rime à rien. Enfin, mais que voulez-vous? C'était la phrase exacte, c'était que voulez-vous que les gens fassent d'un ordinateur? Vous imaginez à quel point ils avaient tort. C'était phénoménal. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous disiez que pour les Américains considéraient que le premier micro-ordinateur c'était l'Apple I. Je pensais que c'était l'Altair en fait. Alors l'Altair est ouais, ça reste encore un ordinateur, mais il utilise encore des processeurs, des transistors. Il n'utilise pas encore réellement de microprocesseurs. Donc voilà, donc c'est pas véritablement un micro-ordinateur avec la véritable dénomination. Évidemment, c'est un ordinateur par contre personnel, hein, qui est né en 1975, qu'on va retrouver même dans des séries américaines. C'est très drôle de le voir, avec l'IMSI 80, etc. Mais non, c'est pas encore véritablement un micro-ordinateur. Et c'est vrai que les Américains, ayant créé l'informatique sous la forme moderne, avec l'avènement des premiers ordinateurs électroniques et binaires, etc., ils vont avoir beaucoup de mal à reconnaître que le premier micro-ordinateur était français. Alors j'ai quand même retrouvé, c'était en 86, et je ne connaissais pas cette image, je suis tombé tout à l'heure dessus, une image de Steve Wozniak qui avait été invité par un club informatique français, je ne sais pas lequel, à découvrir le Micral. Et donc, M. Wozniak avait a priori énoncé, ça nécessite de recroiser plusieurs informations pour être sûr de la véracité de ces faits, mais avait évoqué à ce moment-là qu'effectivement, il reconnaissait que le premier micro-ordinateur était français. Mais finalement, il faut revenir au début des années 2000, c'était 95 exactement pour Steve Jobs dans une interview qu'il énonce
le fait qu'effectivement le premier micro-ordinateur était français, et dans beaucoup de documentaires, notamment français même, dans les années 2000, pour que M. François Jernel aille défendre quelque part son invention, et même en attaquant d'ailleurs un média qui était TF1, pas n'importe qui avait encore diffusé un reportage dans lequel il disait que la micro-informatique était américaine. Et donc il avait attaqué en justice et avait gagné auprès de TF1, et pour faire en sorte, il corrigeait donc, sous la forme d'un petit, qu'on s'appelle, quelques phrases qui étaient passées au journal de TF1, voilà, un petit communiqué sur TF1 pour indiquer que non, la micro-informatique était une invention française et qu'il fallait les respecter ainsi. Voilà. D'autres questions ou on va passer un petit peu plus à l'atelier gaming de l'après-midi? Ok. Ah. Vous disiez une centaine, par exemple, d'opérations dans certains ordinateurs sur 5 millisecondes. C'est pas on tape l'opération, on appuie sur égal, mais c'est... Non, parce que ça prendrait beaucoup plus de temps. En fait, les premiers ordinateurs qu'on a vus avec le Mark I, etc., ils utilisaient encore, c'était intéressant en termes de rentrée de données, parce que l'ordinateur de maintenant, déjà ils sont extrêmement rapides, et en fait, lorsque vous faites du traitement de texte ou quoi que ce soit, en fait, l'ordinateur calcule en direct tout ce que vous introduisez comme données. C'est extrêmement rapide, en fait. Et l'ordinateur, d'ailleurs, passe, il faut le savoir, 99% de son temps à attendre un input de l'opérateur. Il passe énormément de temps à nous attendre, le pauvre. Dans les années 40, si on revient sur le Mark I, voilà, c'était pas du tout pareil. En fait, comme les ordinateurs de l'époque n'avaient pas encore de clavier, ils vont les recevoir plus tard, il n'y avait pas encore de mémoire vive dans lequel le programme informatique était présent, on renseignait en fait le programme effectué sous la forme de listing papier ou de carte à perforer. C'est-à-dire qu'en amont du calcul, il y avait des opérateurs, des opératrices, qui avaient pour but de programmer les cartes perforées qui allaient être introduites dans l'ordinateur pour donner le calcul final. Voilà. Donc ça pouvait prendre des semaines. L'ENIAC que l'on a vu en 40, non, il faut que je revienne dans mes slides, en 46, voilà. L'ENIAC, il faut le savoir, il fallait une semaine pour le programmer. Parce que l'ENIAC, en fait, si vous regardez bien la photo qui est là, vous voyez, il y a plein de fils. Vous voyez tous les fils là sur le côté? En fait, l'ENIAC qui est très long, très vaste, je vous ai dit, c'est 60 mètres carrés, c'est monstrueux. Eh bien, en fait, c'est un ensemble de composants électriques ou électroniques qui, une fois qu'ils sont câblés ensemble, lorsqu'on câble ensemble des opérations, des opérateurs, des mémoires, des machins, l'ordinateur devient entre guillemets intelligent et peut réaliser les calculs. Mais pour câbler l'ordinateur, l'ENIAC, il fallait souvent une semaine. C'est-à-dire que vous aviez un nouveau problème à résoudre avec l'ENIAC, il fallait une semaine pour programmer l'ordinateur. Heureusement qu'on n'en a plus de tout ça, parce que vous imaginez sous Word, vous tapez une lettre, il faut une semaine à l'ordinateur pour répondre, on y serait encore, quoi. Mais à l'époque, c'était comme ça. Et effectivement, je ne sais pas trop si on le voit sur mes slides, mais c'était assez intéressant de voir que beaucoup d'opératrices à l'époque étaient des femmes qui avaient pour charge de programmer donc, ces premiers ordinateurs électroniques de l'histoire. Le MO5 date de quand? Alors le MO5, ordinateur fétiche, symbole de notre association, il date de 84 et ce qui est intéressant, c'est que lui il vient répondre finalement au nouveau plan de calcul français, parce que lui date de 1966, le premier plan le premier effort en fait, d'informatisation de la société française. Eh bien, en 1984, en fait, le gouvernement français, sous M. Laurent Fabius, va lancer un appel d'offres national pour que plusieurs constructeurs nationaux français créent un ordinateur, un micro-ordinateur qui va être à destination des collèges et lycées de France pour donner accès au micro-ordinateur à tous les petits Français. Et en fait, le Thomson MO5 naît de cela. Il naît de cela et comme il est devenu pour beaucoup de Français, qui ont un petit peu de bouteilles comme moi, on va dire des quadras minimum, eh bien, ont souvent utilisé comme premier ordinateur dans les collèges et les lycées justement ce fameux Thomson MO5. Et c'est devenu donc l'effigie de notre association qui défend, vous le savez, le patrimoine numérique et également, bien sûr, en mettant l'accent sur le patrimoine numérique français et donc le Thomson MO5 qui représente pour beaucoup de Français le premier ordinateur de leur vie et qui a donné naissance pour beaucoup d'entre eux à la volonté de devenir, en tout cas de trouver un travail dans l'informatique. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup.
on va débrancher ça et puis on va remettre en jeu les machines de jeu. Ça va être un petit peu plus ludique que la présentation, fort heureusement.